qui est contraire à la gravité, hein, qui est anti-gravité, cette expansion est due à quelque chose que l'on ne connaît pas, qu'on appelle l'énergie. Alors là aussi, les Anglais, ils ne savent pas quand ils ne savent pas ce que c'est, on l'appelle dark, sombre. C'est l'énergie sombre, d'accord? Et cette énergie sombre, c'est ça qui semble attirer l'univers vers peut-être une dilution tout à fait complète, alors ce qui pose des problèmes métaphysiques aussi, parce que qu'est-ce qui va se passer dans des milliards et des milliards d'années si cette énergie sombre joue à ce point? Il est possible que on soit tous séparés en nos atomes originaux. Ça serait intéressant. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est aperçu, c'est Hubble d'ailleurs qui s'est aperçu que les supernovas qui devaient être là, elles étaient là, etc., etc. Et c'est une très grande découverte. Alors, tout ceci pour vous dire qu'il faut être quand même très modeste en physique, parce que quand on regarde la composition actuelle de l'univers, je dis toujours actuelle parce que la science change, évolue, et ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être faux demain, on s'aperçoit que la composition actuelle de l'univers, vous voyez, c'est 73% d'énergie noire, et on ne sait pas ce que c'est. C'est 23% de matière noire, et on ne sait pas ce que c'est. Et nous, c'est là. Voilà, 4%. Alors, il faut être modeste, hein. On ne voit que l'écume de l'océan et non pas l'océan lui-même. Voilà, donc on est au bout du chemin. Alors voilà, l'univers aujourd'hui, on pense qu'il a la structure en éponge. La structure en éponge, voilà l'univers à vue à grande échelle. Voilà. Vous voyez dans le petit cube qui est là, on a mis quelques centaines de milliards de particules. Et on a fait travailler uniquement la gravité, d'accord, pour simuler l'univers. C'est un univers en laboratoire, hein. Vous voyez, il se produit des filaments, etc. Et il se trouve que ces filaments que l'on voit, c'est exactement les filaments qu'on détecte dans l'univers. Donc le modèle ne doit pas être trop mauvais. Et le challenge actuel, c'est de mettre plusieurs milliards de particules dans le computer et de le faire tourner. Et chaque année, il gagne un facteur 10 ou 100 sur le nombre de particules. Voilà notre univers proche. Alors évidemment, anthropocentrisme, on est au centre. Hein. Voilà, et puis on voit tout ce qu'il y a autour de nous, la galaxie d'Andromède, etc. Voilà, alors, de plus en plus lointain. Voilà à quoi ça ressemble, un peu, ces amas de galaxies qui nous entourent. Alors, comment étudier le Big Bang? Comment être sûr que ça marche? Comment étudier le Big Bang? En fait, la nouvelle astronomie se produit 100 mètres sous terre. Hein, c'est amusant. Quand je dis ça, je fais toujours... Hein, généralement, les gens disent, tiens, il est fou celui-là. Eh bien, la nouvelle astronomie, elle s'étudie dans les accélérateurs de particules au fond de la Terre, hein, comme au LHC à CERN. Hein, au CERN, voilà. Voilà, ça se trouve sous la Terre, près de Genève, et il y a 3 ou 4 expériences importantes qui permettent, et ces 4 ou 5 points, on va se collisionner des particules lourdes, des protons, hein, généralement. Mais il faut que ce soit des particules chargées. Pourquoi? Parce qu'on ne peut accélérer qu'avec des forces électromagnétiques. Hein, il faut que ce soit des particules chargées. Et voilà, c'est dans un grand tube comme ça, c'est une circonférence 27 km, donc c'est le périphérique parisien à 100 mètres sous terre. Hein. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors on a eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai pu amener mes collègues de plaisir à visiter le LHC il y a 1 an et demi. Voilà la fine équipe. Et c'est des instruments assez gigantesques, hein, vous voyez. Et c'est dans cet endroit-là qu'on a découvert, d'ailleurs, qu'on a confirmé la découverte du boson de Higgs le 4 juillet de cette année. 4 juillet, c'est sûrement pour faire la nique aux Américains. Et
Ils ont travaillé pendant des années. On a construit le LHC pour ça. On a travaillé pendant 10 ans sur le LHC pour ça. Et on y a réussi. J'ai assisté à la conférence de presse le 4 juillet en direct sur Internet. C'était assez extraordinaire. Voilà, alors en résumé, je vais arrêter là. Le temps et l'espace sont créés brutalement à un moment qu'on appelle le Big Bang. Dans tous les tout premiers instants, soupe très dense de particules, les quarks sont créés avant la première microseconde, puis les noyaux d'hélium et d'hydrogène avant la première seconde, les électrons plus tard s'y associent pour créer les atomes, hein, au bout de 3 minutes, c'est la nucléosynthèse. Ensuite, la température baissant, vers les 3000 K, c'est-à-dire en gros vers 380 000 ans après le Big Bang, les atomes d'hélium et d'hydrogène sont formés et la densité du brouillard devient beaucoup plus faible, la lumière peut s'échapper, l'univers devient transparent. C'est ce produit il y a 380 000 ans après le Big Bang. Et ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est ce bruit de fond à 3 degrés que vous voyez sur les anciens téléviseurs quand vous êtes calé entre deux chaînes, vous voyez un peu de neige. Et bien dans cette neige, il y a quelques pourcents qui... C'est ça. C'est papa, c'est le début de l'univers. Voilà, les premières étoiles, les galaxies vont apparaître. La nucléosynthèse stellaire va se produire, va créer des éléments jusqu'au fer, puis les étoiles très massives vont exploser en supernova, en créant des éléments de plus en plus lourds jusqu'à la fin de la table de Mendeleïev, et vont ensemencer l'espace et donner naissance au monde actuel. Voilà un petit résumé de ces différentes étapes. Le Big Bang a-t-il existé? Oui, je ne vais pas en parler. Alors voilà, une bonne question, l'antimatière. Parce que j'ai oublié de vous dire, je n'ai pas assez insisté, au début de la création d'univers et des particules, il y avait autant de particules de matière que de particules d'antimatière. Ben, il se trouve qu'on est en matière. Où est l'antimatière? S'il y avait quelqu'un en antimatière dans la salle, si je lui serrais la main, on s'annihilerait immédiatement. Donc manifestement, il n'y a pas d'antimatière dans l'univers que l'on semble connaître, au moins l'univers proche. Où est l'antimatière? Eh bien, on ne sait pas. Ça fait aussi un des grands mystères, on ne sait pas. Alors déjà, pourquoi l'antimatière semble avoir disparu? Ben, on pense qu'il y a eu une légère différence entre le traitement de la matière et le traitement d'antimatière. Je ne sais pas qui est-ce qui s'est occupé de ça, mais pour 1 milliard de particules de matière, d'antimatière, il y avait 1 milliard plus une particule de matière. Si bien qu'au cours du temps, eh bien, c'est la matière qui a été légèrement favorisée, comme le proton a été favorisé par rapport au neutron. La matière a été, enfin, ce qu'on appelle la matière, on est peut-être de l'antimatière et les autres c'est la matière. Hein. La matière a été favorisée et voilà, on est là. Alors, est-ce qu'on est capable de trouver des traces d'antimatière? On en a fabriqué au CERN. Hein. Alors le problème de l'antimatière, c'est le stockage. Parce que si vous stockez 1 gramme d'antimatière dans un petit godet en verre, là, il va exploser, hein, puisque matière et antimatière, ça fait boum. Donc on stocke l'antimatière par des procédés électromagnétiques. On ne peut stocker qu'avec des aimants. Hein. Bon, ben, voilà, on cherche. On cherche. L'histoire de l'antimatière, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment du travail pour les nouveaux physiciens. On a même mis au niveau de la station spatiale des détecteurs d'antimatière. On aura les résultats dans un an ou deux. Alors, l'univers, la forme de l'univers, ben, on ne sait pas trop. Il est ouvert, fermé, ou plat, et fini, ou sans bord. Vous voyez, un univers sans bord, ouais, c'est un pneu, hein, c'est un univers sans bord. Il y en a qui disent que ça ne peut pas exister, un univers sans bord. Ben si, voilà, ça c'est sans bord. Hein. Bon, Jean-Pierre Luminel, lui, pense que c'est un truc comme ça. Bon, on ne sait pas trop. Donc l'avenir de l'univers, ben, ça dépend de sa forme. On pense qu'il pourra, jusqu'à présent, on pense qu'il est plat au sens cosmologique du terme.
Voilà. Alors, dernière réflexion. Est-ce un hasard extraordinaire qui nous permet de vivre dans l'univers actuel? Parce que quand on réfléchit bien, pour que notre univers se soit créé, il faut de telles conditions sur les constantes qui sont la base de cet univers. Les constantes, c'est par exemple la vitesse de lumière, la constante de Heisenberg, la constante de Boltzmann, etc. Toutes ces constantes ont une valeur bien déterminée. Et il se trouve que si une de ces constantes varie de 0,001%, eh bien c'est tout, ça ne marche plus. Il n'y a plus d'étoiles, ou il n'y a plus d'hydrogène, ou il n'y a plus de galaxies, où l'univers dure, au lieu de durer quelques milliards d'années, il dure 30 microsecondes. Donc, vous voyez, tous ces éléments sont tellement finement ajustés qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on a été créé pour ça? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, il y en a même aussi qui pensent qu'il pourrait y avoir des multivers, c'est-à-dire des univers multiples, qu'on serait un univers en rebond, et puis on vit, on meurt, on vit, on meurt. L'univers, hein, je veux dire. Bon, là, il y a du travail. Hein, là. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté par des formules. Vous allez faire attention. Je vous rappelle juste que donc, il y a les rencontres du ciel et de l'espace, 1er, 2 et 3 novembre, à la Cité des Sciences, où il y a en gros 200 conférences qui vont avoir lieu. On donne, nous, à plaisir, on a invité Suzy Collin, qui est astronome à l'Observatoire de Meudon, qui va nous parler des trous noirs. Hein, elle va nous présenter des choses très intéressantes. C'est samedi 10 novembre. Sinon, la SAF, la Société astronomique de France, va nous parler de l'univers violent, des sursauts gamma, avec Isabelle Grenier, qui est une grande dame qui est spécialiste de ce domaine, le mercredi 14 novembre. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Oui. Je peux en poser une, s'il vous plaît? Oh. Est-ce bien nécessaire? Oui, une seule. Oui. Dans les 380 000 ans, après le Big Bang et 380 000 ans, on ne peut pas espérer percer ce mur et finir par apercevoir quelque chose dans l'état actuel de nos technologies? Non, on ne peut pas parce qu'au point de vue lumière, on n'en est pas capable. Ouais. Maintenant, il n'est pas dit qu'on ne puisse pas obtenir des images non pas en photons, mais en neutrinos, qui sont d'autres particules élémentaires, qui permettraient peut-être de reculer un peu, donc on aura une photo de l'univers en neutrinos et non pas en photons. Hein? Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On peut pas aller beaucoup plus loin de toute façon. Non. Et puis je pense qu'il n'y a rien à voir. Bah oui. Sur tout Oui, ça. oui. Qu'est-ce Oui, que... mais derrière la soupe, il y a peut-être quelque chose. Ah, tu veux voir Dieu, c'est ça? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. S'il veut se montrer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, il y a de la doc, là, un peu. J'ai des posters, ici. Fonds cosmologiques et l'émission de l'ESA qui a envoyé donc un nouveau satellite pour mesurer ce fond cosmologique. Bon, qui sont là, qui s'intéressent. Est-ce qu'il peut voir le fond? Pardon? Il verra le fond, on peut voir le fond, mais est-ce qu'on peut voir dans l'autre sens? Non. Vous l'avez? Parce qu'il n'y a pas de lumière. Bah oui. Voilà. Mais est-ce qu'on va revoir? Vous savez, c'est tellement théorique que c'est des domaines où même moi j'ai du mal à concevoir. Je trouve que c'est déjà formidable qu'on puisse voir ça. Alors avec ces nouvelles mesures, on espère trouver encore d'autres paramètres correspondant au début de l'univers, peut-être matière noire, je ne sais pas quoi, je ne peux pas vous dire. C'est toujours organisé jusqu'à présent. Oui, alors c'est une bonne question, mais à partir du moment où l'univers est toujours en expansion, et en plus cette expansion s'accélère, il est évident que la température de l'univers va baisser. Alors, est-ce qu'on va être touché, nous, par ça?
actuellement, l'univers, il est à 3 degrés et la température de la Terre, en moyenne, est de 20 degrés. Donc, C, hein, 3 degrés, K. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que avec l'expansion de l'univers, ce que je vous disais tout à l'heure, il est possible que la matière se dissocie. C'est-à-dire que les étoiles s'éloignent de plus en plus, que dans quelques milliards d'années, le ciel, au lieu d'être plein d'étoiles, sera plein de noir. Et l'étape d'après, c'est que nous, on va partir en atomes, en quarks, peut-être. Bon, enfin, je vous dis tout de suite, dans 1 milliard d'années, on est mort. Hein. Donc, on a souvent parlé que l'univers est en expansion et aussi qu'il pouvait se recontracter. oui. Est-ce que ça pourrait être Oui, un modèle envisageable? Oui, bien sûr. Tout dépend de En fait, c'est un peu ce que pense Hubert Reeves avec ses multivers. L'univers entre en expansion, puis décroît, et puis rebondit, repart. C'est l'image du rebond. Oui, mais tout ça, ça dépend de la densité de la matière. S'il y a Non, suffisamment... ça dépend de la densité de l'univers. Pardon? Il est en expansion accélérée, donc normalement il ne devrait pas y avoir de big crunch. Eh ben oui. Oui, ça, en principe. Mais est-ce que cette accélération est constante? Est-ce qu'elle va se maintenir dans le temps? Il y a toujours des On n'en sait rien, mais vous avez raison. Les dernières découvertes là, du prix Nobel, c'est le prix Nobel 2010, hein, sur l'accélération de l'expansion de l'univers, tente à prouver que on va plutôt se diluer dans l'infini plutôt que de faire un rebond. Maintenant, s'il y a 10 ans on avait dit qu'il y avait une accélération de l'expansion de l'univers, on nous aurait rayonné. S'il y a 100 ans on avait parlé d'expansion de l'univers, on nous aurait brûlé. Bon. Et Einstein n'y croyait pas. Et Einstein n'y croyait pas. Puisqu'il a mis une constante pour compenser l'expansion. Absolument. Qu'on est peut-être même en train de réintroduire d'ailleurs. Bon, mais Einstein, on lui pardonne ça, il a fait tellement de choses intéressantes au tout début. Hein. Après, pendant les 30 ou 40 dernières années de sa vie, il a essayé de marier la relativité générale avec la mécanique quantique et il n'y est pas arrivé. Hein. Donc, en fait, il a été bon de 20 à 30 ans, quoi. On peut dire ça. On aurait pu l'achever après. Il était bon quand même, mais il n'a rien fait de plus. Quoi, voilà. Non, il a cherché, ils ont cherché, c'était une icône hein, après quand même. Non, c'était un génie quand même. Dans le monde, il y a eu quelques génies comme ça. Il y a eu Newton, il y a eu Einstein, peut-être Léonard de Vinci. Voilà, je sais pas. Il y a toujours eu des visionnaires. Mais enfin, tout ça pour vous dire, si vous avez de la famille ou des jeunes, il faut qu'ils se lancent un peu dans les sciences parce que nos universités sont malheureusement, je ne dirais pas vides, mais elles sont à moitié vides et il y a de la place pour les scientifiques, pour les études scientifiques et il y a beaucoup de demandes. Hein. On cherche des scientifiques, on cherche des techniciens, on cherche des astronomes bon, on ne les trouve pas. Donc les jeunes ont peur des études scientifiques parce qu'ils pensent que c'est compliqué, qu'il faut travailler. Ben oui, il faut travailler. Bon, c'est pas compliqué, mais il faut travailler. C'est pas comme sociologie ou géographie. J'ai rien contre la socio ou la géographie, mais il faut un peu, se donner. Mais bon, je ne désespère pas. À chaque fois, je pose ma petite pierre. Si je peux me permettre, Jean-Pierre, pour compléter ce que tu dis tout à fait justement, il y a une étude qui a été menée au compte de l'éducation nationale pour pouvoir comprendre exactement quelles étaient les réelles déperditions aujourd'hui en matière de scientifiques dans les écoles. Sur les 10 dernières années, les universités ont perdu 20% des élèves sur les sciences fondamentales. 20%. Oui, ça me... Et en définitive, aujourd'hui, la fuite des mathématiciens, elle s'oriente plus vers la bourse et vers ce genre de domaine. Voilà. Et donc, on est là en repli en matière de potentialité, de découverte et de toujours garder, pour nous, France ou Europe, une place prédominante dans la recherche. Parce qu'avant de chercher, il faut former d'abord des gens à la méthode de recherche. Et c'est ce que fait l'université, et voilà, ce que fait le secteur des sciences. Et moi, nous, notre travail de médiation ici, il est quasiment à 100% orienté vers ce que dit Jean-Pierre. C'est-à-dire que portons cette parole-là et disons bien à nos jeunes que les sciences, c'est encore peut-être la dernière grande aventure à mener. Hein, avant, on prenait un bateau, on allait découvrir des terres inconnues.
Hein, les terra incognita, eh bien, la terra incognita, la carte blanche en sciences, quelles que soient les disciplines, elle est présente partout. Et que c'est une vraie belle aventure. Alors c'est sûr qu'on ne devient pas forcément, en définitive, tous très riches avec les sciences, mais c'est pas ce que cherche un chercheur. Et puis, moi je le dis souvent... Oui, c'est un tort, hein, quand même. Oui, c'est un tort. C'est ça un peu la différence aussi avec nos amis américains. Nos amis américains ont beaucoup de prix Nobel, ont beaucoup de chercheurs, mais il y a une différence fondamentale entre la France et les États-Unis, c'est qu'en Amérique, la recherche est pour ainsi dire privée, alors qu'en France, elle est publique, hein, avec toutes les conséquences que ça a. Donc, et puis quand on a des très bons chercheurs de bon niveau en France, ils sont quand même attirés par les salaires américains. Il faut être juste, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Ce qu'on dit souvent aux jeunes ici, quand on reçoit des jeunes publics, c'est qu'il est plus facile aujourd'hui d'être prix Nobel de physique, en définitive, que d'être un deuxième Zinedine Zidane, parce qu'il y a de moins en moins d'étudiants en physique, et il y a de plus en plus de gens qui jouent au football. Donc j'ai rien spécialement contre le football, mais voilà, c'est un peu dommage, quoi, parce que l'avenir, on ne le découvrira pas sans doute sur un terrain de foot, quoi. Voilà, je ne sais pas, vous avez d'autres questions? Non, sinon... Bah, de toute façon, vous avez mon adresse internet quelque part. Hein, vous m'écrivez à planeteastronomie.com, hein, et puis je peux vous répondre. Et puis je mettrai la ligne, la présentation, si ça vous intéresse, en téléchargement sur mon site.